Et tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sarah. Alors Omar, le Maroc à venir, c'est le titre du livre dont vous allez nous parler aujourd'hui. Effectivement, un livre qui fait une sorte de rétrospective sur les années passées donc, au Maroc, mais aussi sur l'avenir, donc à venir notamment en termes de développement et ce qu'il faut pour développer et harmoniser le développement du Maroc. Nous recevons donc l'auteur de ce livre qui est en direct avec nous depuis Casablanca et nous allons le rejoindre tout de suite. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médian TV. C'est un livre miroir de l'évolution du Maroc sur les 2 dernières décennies, mais c'est également un livre qui se projette sur l'avenir du royaume en insistant notamment sur des propositions susceptibles d'assurer un développement accéléré et harmonieux du pays. Le Maroc à venir, c'est le titre du livre de Mohamed Alami Berrada, publié dans un contexte de mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Mohamed Alami Berrada est notre invité. Il est également le cofondateur du Moroccan Leadership Institute et expert en leadership depuis 10 ans au Maroc. Bonjour et bienvenue à vous, Mohamed Alami Berrada. Bonjour Omar Baldé, je suis ravi d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous nous parlez aujourd'hui et nous parlons aujourd'hui avec vous de votre livre qui est intitulé, donc, comme je le disais, Le Maroc à venir, articulé donc sur plusieurs parties. On va commencer par la première intitulée L'état de droit. Et là, vous touchez quelque chose quand même qui est très intéressant, à savoir la cohérence entre les textes de loi et les réalités sociales. À quoi faites-vous référence justement ? Le Maroc à venir, effectivement, a 2 grands piliers. Le premier pilier est sur ancrer l'état de droit et le second est sur les principes d'une meilleure gouvernance au Maroc pour mieux réussir les réformes. Sur l'état de droit, j'insiste sur un point fondamental que tout Marocain vit, ou tout résident du Maroc vit d'ailleurs, c'est cette discordance entre des textes de loi qui ont été faits dans les années 50, 60, 70, 80 et les pratiques sociétales aujourd'hui. Alors ça peut faire partie, ça peut être dans le contexte des libertés individuelles, ça peut être dans le contexte des libertés d'expression et des libertés de la presse, ça peut être dans le contexte fiscal ou aussi du code de la route. Très concrètement, pour vous donner des exemples concrets, dans la presse par exemple, on veut avoir une presse libre, mais on constate aussi que beaucoup de journalistes ont quitté le métier, ont quitté la profession ou ont quitté le pays parce qu'ils avaient des empêchements d'une manière ou d'une autre. D'un second côté, sur les libertés individuelles, on constate que beaucoup de pratiques qui sont de l'ordre des libertés individuelles, rompre le jeûne pendant le ramadan, les relations sexuelles hors mariage, l'homosexualité, la consommation d'alcool par les musulmans, l'achat d'alcool par les musulmans, toutes ces pratiques-là sont dans les faits bannies, interdites par les lois et donc passibles de peine, de délit ou de peine de prison. Or, dans la pratique, on constate tous aujourd'hui, en 2021, dans ce premier quart du 21e siècle, que les pratiques sont différentes. Ce qui fait que les Marocains sont aujourd'hui très souvent, et les résidents du Maroc, sont en dehors des textes de loi, sont des hors-la-loi en permanence. Et donc, ça instaure un climat de manque de confiance entre le citoyen marocain, dont les pratiques au quotidien sont différentes des textes de loi. Et donc, j'appelle dans ce livre-là, pour assainir la relation de confiance entre le citoyen et son État, et pour le pays que nous voulons, pour nos concitoyens, pour nos enfants, d'avoir des textes qui sont conformes aux pratiques sociétales et qui permettent d'avoir une relation apaisée dans laquelle les agents d'autorité publique n'ont pas la latitude d'actes de zèle pour sanctionner des journalistes, des citoyens, des contrevenants par des peines de prison et garder une paix Damoclès sur les citoyens marocains. Je pense que dans les États modernes, tels que le Maroc, tel que Sa Majesté veut le Maroc, nous devons avoir des textes de loi et des lois qui protègent le citoyen, quelles que soient ses pratiques sociétales. Alors, en un mot, aujourd'hui, si on vous comprend, ce n'est plus s'adapter si j'ose dire, à ce qui nous inspire comme tradition, comme coutume, mais plutôt à la marche de la modernité.
nous sommes un pays au confluent de deux civilisations, la civilisation arabo-musulmane et au confluent de la civilisation occidentale. Et nous avons l'opportunité soit de vivre dans une situation de schizophrénie entre les pratiques des deux ères civilisationnelles, ou de faire un subtil et pertinent une harmonie, une symbiose entre les principes de ces deux civilisations. Et nous, Marocains, avons un rôle fondamental à jouer pour préserver, conserver nos traditions, respecter notre religion, le texte religieux. On ne me parle pas dans mon livre, je n'évoque pas la possibilité de révoquer les textes religieux. Les textes religieux sont ce qu'ils sont, mais on peut faire preuve d'innovation, parce que le mot-clé de mon livre est l'innovation, au cœur de l'État, innover pour faire en sorte que tous les citoyens, dans leur diversité de pratiques religieuses, dans leur diversité de rapport à l'État, en termes d'impertinence, on peut avoir des Marocains très impertinents qui veulent s'exprimer librement. Il faut que l'État marocain donne à tous les Marocains la liberté d'exister tels qu'ils sont, bien sûr dans le respect de l'autre et dans l'interdiction de tout ce qui relève de l'abus de langage ou du manque de respect. Mais il faut créer un contexte pour que tous les Marocains se sentent libres dans ce pays. Alors, vous constatez la faible place des femmes dans les instances de gouvernance économique et publique. Alors, qu'apporterait-elle de plus? Quelles mesures proposez-vous pour que les femmes jouent un plus grand rôle dans la société marocaine d'aujourd'hui? Au-delà du fait que c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur, qui est la place des femmes au cœur de la société, mais mon expérience gouvernementale entre 2017 et 2020 m'a montré à quel point les femmes étaient absentes dans les comités de direction, dans les comités de pilotage de projets, etc. Et quand vous avez des représentants de la moitié de la société qui ne sont pas là pour donner leur éclairage, leur point de vue, défendre les intérêts de cette moitié de la société, d'avoir des valeurs long-termistes, des valeurs féminines, des valeurs de psychologie, de prise en compte de la nature humaine, l'absence des femmes se paie très lourdement dans les politiques publiques. L'absence des femmes se paie très lourdement dans l'économie, puisque nous avons seulement 20% des femmes qui sont représentées dans la population active. Il n'y a que 20% des femmes qui sont actives aujourd'hui au Maroc. Il n'y a que 12% des femmes qui président dans les conseils d'administration au Maroc. On est très très loin du 50% auquel on voudrait tendre. Alors, qu'est-ce que je propose concrètement comme mesure? Parce que nous sommes dans des agoras arides de présence féminine, de valeurs féminines, de points de vue féminins. Je propose un certain nombre de batteries de mesures. La première, et je pense qu'elle est extrêmement légitime et qu'on pourrait l'instaurer, c'est un minimum d'un tiers par genre dans les instances de gouvernance. Un tiers de femmes minimum, un tiers d'hommes minimum et un tiers libre qui peut être des hommes, des femmes ou un mix des deux. Qu'est-ce que j'appelle par instance de gouvernance? C'est les comités de direction, les comités d'entreprise, les conseils d'administration, les gouvernements, les parlements et toutes les instances décisionnelles. Donc voilà, ça c'est la première mesure phare que je défends depuis de très nombreuses années et je ne suis pas le seul bien entendu. Il y a également l'aménagement des temps de travail. J'étais en charge de l'emploi des gens en particulier et notre texte de loi sur le travail date des années 70, 80, 90. Il n'y a pas de place au 4/5e, la liberté de laisser aux personnes de travailler 4 jours par semaine sur 5, ou il n'y a pas de place dans le corpus du Code du travail au télétravail. Il n'y a pas de place pour le congé de prise en charge d'un parent proche, quand une femme ou un homme d'ailleurs ont besoin de prendre en charge une personne malade, un père, une mère, un enfant, et souvent les femmes sortent du marché du travail sans la possibilité d'y revenir. Donc mettre en place également dans les cadres des élections, ce qu'on appelle des listes zébrées. Ça veut dire quand un parti présente une liste dans une circonscription, il présente un homme, une femme, un homme, une femme, ou il peut commencer par une femme, un homme, une femme, un homme, sur les 5 premières têtes de liste, et ça permet d'avoir de la représentativité des femmes. Et puis aussi un sujet que je mets sur la table, qui serait un grand débat public sur la possibilité de donner une option sur l'égalité en héritage. Et le dernier point, et je finis sur ça, Monsieur Baldé, c'est vraiment insister dans l'éducation, à l'école et dans la famille sur le fait que le potentiel des hommes et des femmes est le même et que ces femmes doivent être on leur ouvre la perspective pour qu'elles aient autant de potentiel dans leur vie professionnelle, leur vie dans la société, de prendre place et donner leur avis et d'imposer leur point de vue.
Alors, je pense que c'est des messages importants. Alors, on va essayer d'avancer un peu dans votre livre intitulé, donc, je le rappelle, Le Maroc à venir, en 2 parties. Donc, dans la seconde partie, vous parlez des fondements d'une meilleure gouvernance, hein, donc, qui est largement inspirée de votre expérience gouvernementale. Je le rappelle, vous avez été donc en charge donc, de l'emploi des jeunes entre 2017 et 2020. Quelles leçons en tirez-vous? Quelles sont les propositions, quelles leçons qui peuvent aujourd'hui être utiles par rapport à ces fondements d'une meilleure gouvernance sur la base de votre expérience gouvernementale? Il y a beaucoup de choses à constater, mais j'insiste sur 2 gros constats et pour lesquels je propose 5 propositions très concrètes pour améliorer la capacité du Maroc à réussir ses réformes. Premier constat. Depuis 20 ans, nous constatons que tous les défis qu'on appelle défis techniques, construire des routes, des autoroutes, des ports, des aéroports, construire des usines pour l'écosystème automobile, l'adduction d'eau, l'électrification, globalement, ces métiers-là, ces défis-là qui exigent des ressources techniques, de l'expertise technique, des ressources financières, on a réussi à les relever et on le voit dans votre écran puisqu'on voit le port Tanger-Med qui est un très très beau succès. Par contre, tout ce qu'on appelle défis adaptatifs qui concernent la réforme de l'éducation, la réforme de la santé, la réforme de la lutte contre la corruption, la réforme de la fonction publique, tous ces domaines-là qui exigent des changements de comportement à grande échelle, qui exigent des changements de psychologie, d'attitude, de posture, nécessitent d'autres champs d'expertise qui n'ont pas été mobilisés et malgré les efforts qui ont été faits, ces réformes-là, la commission du nouveau modèle de développement l'a constaté, n'ont pas réussi depuis une vingtaine d'années. Alors ces défis adaptatifs, les challenges adaptatifs, exigent de mobiliser, en plus de l'expertise technique, du leadership, de la psychologie, un savoir-faire dans la conduite du changement. Et ça, malheureusement, on a vu que ça n'a pas été mobilisé depuis 20 ans. Et dans les réformes qui sont en train d'être lancées par le gouvernement actuel, on espère que ces réformes vont aboutir. Mais est-ce qu'on pense aujourd'hui à injecter du leadership, de la conduite du changement, de la méritocratie, du droit à l'erreur, de l'innovation, de la création de valeur publique dans ces réformes-là? C'est la question, premier constat. Premier constat, donc, différence entre challenge technique et challenge adaptatif. Le deuxième constat qu'on peut observer aussi, c'est que pendant la première décennie, qui était une décennie faste, parce qu'il y avait de la croissance économique au niveau mondial, mais au niveau du Maroc, on a un excédent budgétaire en 2006-2007, globalement, on a eu, je dirais, beaucoup plus d'efficacité gouvernementale et un peu moins de démocratie participative, parce qu'on se souvient qu'il y a eu un gouvernement Jeto, Jeto était un homme, un chef de gouvernement, un premier ministre remarquable, mais qui n'était pas issu des urnes. Dans la deuxième décennie, nous avons constaté beaucoup plus de démocratie participative, avec des gouvernements issus des urnes, mais avec une bien moindre efficacité gouvernementale. Donc l'un des challenges que nous vivons aujourd'hui, c'est comment trouver un juste équilibre entre démocratie participative et efficacité gouvernementale. Et c'est là où je viens avec mes 5 propositions, et je vais être rapide. La première, c'est comment cultiver au sein de la fonction publique, où il y a des talents aujourd'hui, des jeunes experts, mais aussi doués de leadership et de capacité à conduire des réformes, conduire des changements, en les fidélisant, les gratifiant, en leur donnant encore une fois le droit à l'erreur, en les poussant à innover et à entreprendre. Premier point. Deuxièmement, comment injecter des dynamiques de leadership. Je sais que Omar Baldé est un amateur de football, mais c'est bien d'avoir de très bons joueurs, mais encore faut-il qu'il y ait une très bonne dynamique, un esprit d'équipe, une dynamique de leadership au sein d'une équipe de football et donc d'une équipe gouvernementale et d'un établissement public et d'une agence gouvernementale. Donc le leadership est quelque chose qui manque de mon expérience indéniablement dans les offices et les départements, exception faite de l'OCP qui est un modèle de dynamique de leadership réussi et on en voit les résultats. Troisième proposition, mettre en place des polysyllabes, des laboratoires d'innovation pour concevoir de nouvelles réformes et de nouvelles idées pour l'éducation, la santé ou encore l'économie, la création d'emplois. Quatrièmement, instaurer une véritable culture managériale publique dans les établissements publics et dans le gouvernement, comme dans les entreprises et les multinationales, avec la notion fondamentale, les 2 notions fondamentales que sont la création de valeur publique et la satisfaction du citoyen consommateur qui sont les 2 KPIs majeurs. Et je vais finir sur le dernier point qui est la promotion de l'excellence dans les services publics et la lutte contre malheureusement ce qu'on constate un peu vers lequel on glisse, c'est un peu de négligence et de la médiocrité.
En tout cas, je pense que c'est des propositions très, très intéressantes. Alors, dans votre livre, vous évoquez aussi le fameux Conseil de la Nation. Alors, je rappelle que sur la base de vos explications, il s'agit d'un conseil dont les membres sont nommés par le roi, une partie, en tout cas une moitié par le roi et une autre par le Parlement, entre autres. Il est constitué d'une trentaine de membres. Alors, on a déjà le Parlement, on a déjà pas mal d'institutions royales qui, en tout cas, encadrent l'action, inspirent l'action publique. À quoi servirait ce Conseil de la Nation, mais surtout, de qui est-il constitué et comment fonctionnerait-il, sans oublier son impact, bien sûr? Assez rapidement, hein, on est un peu serré par le temps. Très bien. Aujourd'hui, la force du Maroc est d'avoir deux exécutifs. Un exécutif très fort, qui est représenté par la monarchie et le Makhzen, et un exécutif représenté par le pouvoir électif, la participation, qui est le gouvernement. Or, mon expérience gouvernementale a montré qu'il n'y a pas nécessairement une très bonne coordination entre ces deux départements-là, et on aboutit parfois à des retards, on aboutit à un cadençage des réformes qui est beaucoup plus lent, à une évaluation moins serrée des programmes, et parfois à l'installation de dirigeants d'établissements publics, d'offices publics, etc., qui passent de très longues périodes à la tête de leur établissement pendant 10, 15, 20 ans, alors qu'un séquençage et une passation de nouveaux talents tous les 5, 7 ans dans les établissements publics peut accélérer très significativement l'efficacité de ces établissements. Alors, le Conseil de la Nation, qui serait une nouvelle instance intercalaire entre le gouvernement et la monarchie et le Makhzen, permettrait, avec une représentation à 50% par des représentants du roi et 50% par des sages, qui ont plus de 60 ans, qui ont la liberté de parole, qui ont la liberté de s'exprimer au nom du peuple, d'évaluer de manière très régulière tous les ans les réformes qui ont été lancées sur la base de chiffres et de sanctionner ou de gratifier les dirigeants de ces réformes-là tous les ans avec une cadence régulière pour mettre en guillemets la pression sur la vitesse de réforme. La deuxième fonction du Conseil d'administration, du Conseil de la Nation, permettrait de constituer un vivier de compétences, une base de données de jeunes talents qu'on pourrait prendre de la fonction du privé. Il y a d'énormes talents dans le privé pour venir compléter les talents du public. Dans les grandes banques, par exemple, Tijari regorge de très très grands talents. Ces talents pourraient être identifiés. Ils pourraient, avec des minima de formation, de compétences, de réalisation, de track record, des enquêtes sur l'intégrité, on aurait un vivier de 1000 personnes qui pourraient venir être éligibles à des fonctions de ministres, de secrétaires généraux de ministères, de patrons d'établissements publics pour mener les réformes. Et enfin, ce Conseil de la Nation permettrait d'évaluer, de faire un contrôle qualité des plans stratégiques et des plans de stratégie sectorielle avant qu'elles soient présentées au Conseil Conseil des ministres, avant qu'elles soient présentées au roi, qu'on contrôle que les stratégies qui vont être présentées, qui vont être adoptées, répondre à des critères de calibrage de ressources, d'objectifs, de KPIs mesurables, etc., pour qu'on ait des projets de réforme qui soient tenables, contrôlables et mesurables. Donc, ce Conseil de la Nation serait un espace-temps de dialogue et de contrôle de l'action gouvernementale à une fréquence annuelle. Alors, je rappelle que vous êtes le cofondateur du Moroccan Leadership Institute. Alors, assez rapidement, sur ce point, que proposez-vous, en plus de tout ce que vous avez dit, en une minute, que proposez-vous en termes de gouvernance publique? Très bien. MLA a été fondée pour 3 cibles. La première, c'est pour les jeunes leaders émergents de 20 à 25 ans. La deuxième, pour les entreprises privées. Et là, nous avons une très forte demande aujourd'hui auquel nous répondons. Nous essayons de répondre. Et surtout, nous avons des programmes pour la gouvernance publique. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de formateurs qui ont entre 45 et 55 ans, qui interviennent en 3 langues et qui interviennent sur des notions de leadership personnel, comment se leader avant de leader les autres, comment monter des équipes, comment motiver des équipes, comment faire face à ce qu'on appelle des loyautés cachées, comment faire face à des freins lors des réformes, comment créer une vision commune, une communauté commune qui permette de mener des réformes et de les réussir. Aujourd'hui, M. Ben Moussa à l'éducation, M. Etal à la santé, M. Jazouli dans la réforme de l'économie a besoin de l'idée de galvaniser des troupes pour mener et réussir des réformes. Et ce que propose MLI, c'est une dizaine d'intervenants de leadership qui peuvent intervenir à la demande de dirigeants publics pour injecter du leadership dans leurs équipes et créer une vision commune et galvaniser les équipes pour réussir les réformes.
Merci à vous, Mohamed Alami Berrada. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le Maroc à venir, que vous nous parliez, que vous nous détaillez donc dans cette émission avec ces propositions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Omar pour votre invitation, au plaisir de vous revoir. À très vite. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.